On pourrait bien être témoin de ce qui deviendrait la plus monumentale bévue stratégique de toute l'ère Trump, peut-être même surpassant tout ce qu'il a fait auparavant. Et le plus incroyable dans tout ça, notre protagoniste lui-même n'a apparemment pas encore vu venir le désastre. D'après une longue enquête de CNN datée du 3 janvier, Trump a ordonné une mission militaire sensationnelle visant à déloger Nicolás Maduro. Sur le papier, ça claque, mais quand on gratte un peu sous la surface et qu'on observe vraiment la scène politique, au Venezuela aujourd'hui, on se rend compte que Maduro a retourné tous ses plans contre lui. Voilà comment cette saga s'est déroulée. Trump a passé des mois à planifier cette opération avec des équipes de la Central Intelligence Agency sur le terrain depuis le mois d'août, la Delta Force répétant sur des maquettes du complexe de Maduro et une armada de navires de guerre américains entourant le Venezuela. Mais selon plusieurs responsables qui ont parlé à CNN et NBC News, l'administration n'avait aucun plan réel pour ce qui vient après la capture de Maduro, au-delà de la vague promesse que l'Amérique dirigerait le pays. Et devinez quoi, 48 heures après la frappe militaire la plus spectaculaire depuis la Seconde Guerre mondiale, selon les propres mots de Trump, le gouvernement vénézuélien fonctionne toujours. La vice-présidente Delcy Rodriguez exige publiquement la libération de Maduro. Le leader de l'opposition que Trump espérait voir prendre le pouvoir n'a pas sa confiance et l'Amérique fait face à une crise constitutionnelle chez elle sans stratégie de sortie à l'étranger. Il est franchement difficile de croire qu'une administration qui a passé des mois à s'entraîner pour un raid ait apparemment passé 0 temps à planifier la gouvernance. On ne parle pas d'un échec militaire tactique, c'est un désastre stratégique où Trump est entré directement dans un piège que Maduro a mis en place en sachant exactement comment l'Amérique réagirait. Donald Trump, face à une énorme pression politique pour tenir ses promesses sur l'immigration et le trafic de drogue, est devenu obsédé tout au long de la fin de l'année 2025 par le retrait de Nicolás Maduro comme solution à la crise vénézuélienne. Selon la chronologie détaillée de NBC News publiée le 3 janvier basée sur des entretiens avec plus d'une douzaine de responsables de la Maison-Blanche et de l'administration Trump, a donné à Maduro ce qu'il a appelé l'ultimatum final lors d'un appel téléphonique environ une semaine avant les frappes. Trump a dit à Maduro « Tu dois te rendre ». Rappelant la conversation lors de sa conférence de presse à Mar-a-Lago à ce moment-là, le renforcement militaire était écrasant. Le porte-avions United States Ship Gerald R. Ford, le plus avancé d'Amérique, s'était déplacé dans les Caraïbes en novembre. La Central Intelligence Agency avait envoyé une équipe secrète au Venezuela dès le mois d'août, selon les rapports de CNN, pour fournir des informations extraordinaires sur les mouvements de Maduro. Le renseignement américain savait où Maduro dormait, ce qu'il mangeait, où il voyageait, et même des détails sur ses animaux domestiques. Selon la déclaration du président des chefs d'état-major Dan Kane, lors de la conférence de presse de samedi, les opérateurs d'élite de la Delta Force ont passé des mois à s'entraîner en utilisant une réplique du complexe présidentiel de Maduro construite à partir de renseignements classifiés. Début décembre, les forces étaient positionnées et prêtes. Trump a approuvé l'opération avant Noël selon deux responsables américains. Mais voici où le caoutchouc rencontre la route. Nous sommes maintenant à un peu plus de 48 heures du plan de Trump pour diriger le Venezuela. Et absolument rien dans la situation politique ne se déroule selon le script, selon l'analyse de CNN de leur correspondant à la sécurité nationale. Ce qui vient ensuite est extrêmement flou sans plan pour savoir qui dirige le Venezuela, qui répare l'économie ou qui explique aux Vénézuéliens les avantages durables des heures d'explosion terrifiantes qu'ils ont endurées au milieu de la nuit. L'ancien ambassadeur américain au Venezuela, Charles Shapiro, a déclaré à CNN samedi que diriger le Venezuela serait une tâche incroyablement compliquée compte tenu de la situation politique locale et des risques de sécurité potentiels. Shapiro a estimé qu'au moins 20%, peut-être plus, de la population reste des partisans de Maduro, notant que gagner ces gens et renverser cela va être très, très difficile. Pensez à ce que cela signifie. Trump vient d'exécuter une opération qui nécessite de gouverner un pays de 28 millions de personnes où au minimum 20% sont hostiles à la présence américaine. L'opposition est fracturée et l'infrastructure gouvernementale que Trump pensait coopérative résiste en réalité. Ce n'est pas une victoire, c'est le début d'un bourbier que Maduro a absolument anticipé. Mais voici où cela devient intéressant et où vous pouvez voir la pensée stratégique de Maduro à l'œuvre. Trump a affirmé lors de sa conférence de presse à Mar-a-Lago que la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez
avait été assermentée comme présidente et a dit au secrétaire d'État Marco Rubio, lors de ce que Trump a appelé une conversation gracieuse, qu'elle est essentiellement disposée à faire ce que nous pensons être nécessaire pour rendre le Venezuela à nouveau grand. Trump a déclaré que Rodriguez coopérait et n'avait vraiment pas le choix. Mais selon les rapports de PBS News, NBC News, CNN et plusieurs autres médias, Rodriguez est apparu à la télévision d'État vénézuélienne des heures plus tard et n'a fait aucune mention de parler à Rubio d'être assermentée comme présidente ou de coopérer avec les États-Unis. Au lieu de cela, Rodriguez a exigé une preuve de vie pour Maduro et sa femme a appelé Maduro le seul président du Venezuela et a déclaré que ce qui est fait au Venezuela est une atrocité qui viole le droit international. La télévision d'État vénézuélienne n'a montré aucune cérémonie d'assermentation et le bandeau pendant son discours l'identifiait comme vice-présidente, pas présidente. Donc soit Trump a complètement fabriqué l'histoire de coopération, soit Rodriguez lui a dit ce qu'il voulait entendre tout en préparant la résistance publique. Quoi qu'il en soit, cela révèle que le gouvernement de Maduro avait un plan pour exactement ce scénario et Trump n'en avait pas. Maintenant, voici le coup de pied qui montre à quel point Maduro a bien tendu ce piège. Toute la justification de Trump pour ne pas chercher l'autorisation du Congrès avant les frappes était que c'était une opération d'application de la loi pour arrêter un narcoterroriste inculpé, pas un changement de régime. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le secrétaire d'État Marco Rubio ont tous deux dit aux sénateurs lors de briefings en décembre que ce n'était pas un changement de régime, selon plusieurs législateurs démocrates, dont le sénateur Andy Kim qui a déclaré le 3 janvier qu'ils ont regardé chaque sénateur dans les yeux et ont dit que ce n'était pas un changement de régime, ajoutant qu'ils ont manifestement menti au Congrès. Mais Trump lui-même a complètement sapé ce récit quelques heures après la capture de Maduro. Lors de sa conférence de presse, Trump a déclaré à plusieurs reprises que l'Amérique dirigerait le Venezuela, que les compagnies pétrolières américaines entreraient et dépenseraient des milliards pour réparer l'infrastructure, que l'Amérique serait remboursée par les revenus pétroliers du Venezuela et qu'il était ouvert à une occupation américaine à long terme. Cette erreur de Trump suit un schéma qui aurait dû être évident pour quiconque a étudié les désastres de changement de régime américain au cours du dernier quart de siècle. Pensez à l'Irak, la politique étrangère américaine tout au long des années 2000 et ce que cela a coûté des billions de dollars. Le président George W. Bush a lancé l'invasion en mars 2003 avec un plan appelé « Choc et effroi », conçu pour rapidement décapiter le régime de Saddam Hussein et permettre une transition démocratique. Selon les rapports complets dans des livres comme Fiasco de Thomas Ricks, le Pentagone a passé des mois à planifier l'opération militaire, mais pratiquement aucun temps à planifier la gouvernance par la suite. Le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld a rejeté les plans du département d'État pour la reconstruction d'après-guerre. L'hypothèse était que les Irakiens accueilleraient les forces américaines comme des libérateurs et qu'un gouvernement pro-américain reconnaissant émergerait naturellement. Au lieu de cela, les loyalistes baasistes, les insurgés sunnites et les milices soutenues par l'Iran avaient leurs propres plans qui ont transformé l'Irak en un bourbier de 8 ans coûtant des milliers de vies américaines. Puis il y a eu la Libye en 2011 où le président Obama a soutenu les frappes aériennes de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord pour retirer Muammar Kadhafi pendant le printemps arabe. L'opération militaire a réussi à tuer Kadhafi en 7 mois. Mission accomplie non et selon des analyses détaillées d'experts en politique étrangère, y compris l'admission ultérieure d'Obama. La Libye n'avait aucun gouvernement fonctionnel prêt à remplacer Kadhafi, aucun plan pour désarmer les milices qui ont aidé à le renverser, et aucune stratégie pour empêcher le pays de se fracturer en factions rivales. La Libye est descendue dans le chaos avec des gouvernements concurrents à Tripoli et à Tobrouk, des flux massifs de réfugiés qui ont déstabilisé l'Europe et la montée d'affiliés de l'État islamique à travers l'Afrique du Nord. Obama a plus tard appelé la Libye sa pire erreur, admettant spécifiquement que l'échec à planifier le lendemain était une faute stratégique fondamentale. Et n'oublions pas l'Afghanistan qui fournit peut-être le parallèle le plus directement pertinent au Venezuela. Les États-Unis ont passé 20 ans plus de 2300 milliards de dollars selon le projet Costs of War à l'Université Brown, et des milliers de vies américaines à essayer de construire un gouvernement qui pourrait survivre sans soutien militaire américain. Selon les rapports complets sur l'effondrement d'août 2020 et un par plusieurs médias, le gouvernement afghan que l'Amérique a construit s'est effondré en 11 jours. Une fois que les forces américaines ont commencé le retrait final, les talibans ont exécuté une stratégie qu'ils avaient planifiée pendant des années.
Ce qui rend le piège de Maduro vraiment brillant, c'est la dimension constitutionnelle et juridique internationale qui crée des problèmes en cascade pour Trump au niveau national et mondial. Trump a lancé cette opération sans autorisation du Congrès, affirmant que c'était une application de la loi plutôt qu'une guerre. Mais selon les rapports de NPR, CNN et plusieurs sources du Congrès, les propres déclarations de Trump sur la direction du Venezuela et la saisie du pétrole ont complètement sapé cette fiction juridique. La Constitution donne au Congrès le pouvoir exclusif de déclarer la guerre selon l'article 1, section 8. La résolution sur les pouvoirs de guerre exige une notification au Congrès dans les 48 heures et limite les déploiements à 60 jours sans autorisation. Trump a violé les deux. Le leader de la minorité à la Chambre, Hakeem Jeffries, a déclaré le 3 janvier qu'en vertu de la Constitution, les fondateurs ont donné au Congrès le pouvoir exclusif de déclarer la guerre en tant que branche du gouvernement la plus proche du peuple américain, exigeant des briefings immédiats et des preuves convaincantes pour justifier la force militaire non autorisée. Le sénateur Tim Kaine, qui siège au Comité des Relations étrangères et des services armés, a annoncé qu'il soumettrait une résolution sur les pouvoirs de guerre au vote, déclarant que Trump ne peut pas faire la guerre sans autorisation du Congrès. Voici où le piège de Maduro est parfait chaque jour. Où Trump occupe le Venezuela sans autorisation et du Congrès, est un autre jour de crise constitutionnelle nationale. Les démocrates peuvent forcer des votes répétés mettant les républicains au dossier, soutenant soit l'occupation illégale, soit s'opposant à leur président. Si l'occupation se poursuit au-delà de 60 jours sans autorisation, Trump viole ouvertement la résolution sur les pouvoirs de guerre. Maduro n'a pas besoin de vaincre les forces américaines militairement. Il a juste besoin que son gouvernement survive assez longtemps pour que la crise constitutionnelle nationale de Trump force le retrait. Et en amenant Trump à annoncer des plans immédiats pour une occupation indéfinie et la saisie du pétrole Maduro, c'est assuré que Trump ne peut pas requalifier cela en opération limitée d'application de la loi. La dimension juridique internationale est tout aussi brillante comme piège. En transformant l'action de Trump de l'application de la loi en changement de régime et saisie de ressources à travers les propres déclarations de Trump, Maduro a donné au monde entier des motifs juridiques pour condamner l'opération. Selon le porte-parole du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, l'opération représente un précédent dangereux. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies se réunit le 5 janvier pour l'aborder. La Russie l'a condamné comme un acte d'agression armée et le Mexique a averti qu'elle met en danger la stabilité régionale. Trump fait maintenant face à un choix où chaque option produit un échec exactement comme Maduro l'a conçu. Si Trump essaie de gouverner le Venezuela directement par le personnel américain sans responsable vénézuélien coopératif, il manque de connaissances locales, de relations institutionnelles, de capacités linguistiques et de compréhension culturelle pour réellement diriger un pays de 28 millions de personnes. L'occupation devient coûteuse, discutable et vulnérable à une résistance qui impose des coûts constants. Si Trump essaie de négocier avec des responsables vénézuéliens comme Rodriguez pour diriger le pays de manière coopérative, il légitime le gouvernement même qu'il a essayé de renverser et renforce énormément leur position de négociation. Rodriguez peut exiger la libération de Maduro comme prix de la coopération. Dans les deux cas, Trump perd quelque chose de fondamental. La gouvernance directe signifie un bourbier coûteux. La négociation signifie légitimer et renforcer le régime qu'il a essayé de retirer. Et c'est le piège stratégique parfait que Maduro a construit. Alors la question finale est brutale. Trump est-il tombé dans un piège géopolitique qu'il ne peut plus refermer sans perdre? Quoi qu'il fasse, dis-nous en commentaire si tu penses que cette opération marque le début d'un nouveau bourbier américain ou si Trump a encore une issue cachée. Si cette analyse t'a éclairé sur l'envers du décor, pense à liker la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater des prochaines crises mondiales.